suis évidemment heureux d'être de nouveau devant vous. Je vais revenir d'emblée sur 2 points que vous avez abordés pour aller ensuite vers mon propos de présentation de ce budget 2022. D'abord en vous remerciant de ce que vous avez dit en commençant sur le fait que j'avais pu battre un record de longévité. Ça n'a pas d'importance personnelle, mais ça a une importance en soi sur le fait que nous avons besoin de sillons longs dans le système éducatif. Et si j'ai dit dès 2017 que c'était mon souhait d'arriver à rester 5 ans dans cette fonction, c'était précisément pour bien indiquer que nous avons besoin de cela. Une bonne partie des choses dont je vous parlais sont des graines que nous avons semées, dont parfois il y a les premiers bourgeons, mais qui nécessitent forcément le temps long, même si nous sommes tous impatients de voir certains résultats. Je l'évoquerai tout à l'heure parce que des résultats, il y en a, mais il y a aussi des choses qui sont en train d'avancer. Donc merci pour ce que vous avez dit là. Je profite pour dire ce message-là, qui est que, quoi qu'il arrive dans les années et décennies à venir pour notre pays, on peut souhaiter que le ministère de l'Éducation nationale soit un sujet à la fois de stabilité et aussi, je dirais, de débat fait de la passion qu'exige l'éducation, mais aussi d'une forme d'abstraction des querelles politiques trop fortes qui ne font pas du bien à l'école. On a besoin d'avoir un sens de l'intérêt général partagé, ce qui n'exclut pas le débat, mais doit permettre toujours de rechercher l'intérêt des élèves. Et puis deuxième remarque, puisque à juste titre vous avez dit que Sarah El Haïry s'était prononcée très clairement ce matin, nous en parlions encore à l'instant, puisque j'ai pas eu l'occasion de le faire publiquement, le dire à mon tour, exactement ce qu'elle a pu dire et que nous disons ensemble, c'est-à-dire que bien sûr nous considérons comme inacceptable cette campagne du Conseil de l'Europe. Je considère ça comme très grave et je considère d'ailleurs que l'incident n'est pas clos parce que ça révèle quelque chose, une chose que j'ai déjà dénoncée dans le passé, c'est-à-dire le fait que des associations, des structures qui ne vont pas dans le sens des valeurs de la République réussissent à s'insinuer dans des institutions même parmi les plus importantes, comme le Conseil de l'Europe. Et ce qui s'est passé là n'est pas acceptable, et d'ailleurs n'est pas accepté. S'agissant donc de la présentation du budget, pour la 5e année, donc je vous présente le budget de l'enseignement scolaire. C'est donc naturel, comme vous l'avez dit, que ce soit l'heure des premiers bilans, et l'heure notamment d'indiquer à quel point cela a été une priorité de ce quinquennat, puisque c'est un budget d'investissement dans l'école. La nation se donne les moyens de faire de l'école un levier de réussite pour tous les élèves, en agissant dès le plus jeune âge, en offrant à chacun d'entre eux la possibilité progressive de personnaliser son orientation pour réussir pleinement son intégration dans la vie professionnelle. Le fait qu'il y ait la création d'un secrétariat d'État en charge de l'éducation prioritaire l'année dernière, il y a maintenant environ 1 an et demi, est très significatif, avec Madame Elimas en charge de cela, de notre priorité sociale dans ce budget de l'éducation. Et puis avec Sarah El Haïry à mes côtés, la question de la jeunesse est évidemment renforcée, et avec l'arrivée du ministère des Sports avec Madame Roxana Maracineanu, que vous avez auditionné le 26 octobre, nous avons désormais un grand ministère. Et là aussi, puisqu'on parlait de pérennité, je voudrais dire à quel point il me semble souhaitable que Éducation nationale, jeunesse et sport soient pour longtemps réunis, que ça ne dépende pas des quinquennats successifs, mais que ce soit quelque chose de structurellement inscrit, puisque vous le savez, il s'agit d'avoir une vision complète du temps de l'enfant, dans la grande ligne de ce que certains de mes prédécesseurs, comme Jean Zay, avaient pu inscrire dans le marbre, c'est-à-dire une vision de l'éducation dans le temps scolaire, mais de l'éducation au-delà du temps scolaire. Et donc c'est important de dire, je suis heureux avec cette équipe, nous sommes 4, de faire une grande équipe de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Pour entrer directement dans les chiffres, le budget de la mission enseignement scolaire qui vous est proposé pour 2022 s'établit à 55,2 milliards d'euros, donc hors cotisation de l'État, c'est ce qui explique la différence avec le chiffre que vous avez donné, qui inclut les pensions de l'État. Cela représente, par rapport à l'année dernière, une augmentation de 3%, 1,6 milliard d'euros supplémentaires. C'est évidemment considérable, c'est une des plus grandes augmentations en pourcentage depuis longtemps. Avec cette nouvelle très nette augmentation, nous poursuivons la transformation du système éducatif, l'école à 3 ans, la priorité à l'école primaire, j'y reviendrai évidemment, le dédoublement en éducation prioritaire,
les devoirs faits au collège, la réforme du lycée général et technologique et du lycée professionnel, l'école inclusive, les cités éducatives, les internats d'excellence. Autant d'éléments qui sont visés par ce budget, parce qu'évidemment l'augmentation du budget n'est pas une fin en soi, mais ce qui est important, c'est d'avoir des priorités, et je le dis très clairement depuis 2017, la priorité des priorités, c'est l'école primaire, et cela se voit dans ce budget. Alors le premier point que je voudrais souligner, c'est le fait que le budget de l'éducation nationale a augmenté de 13% en 5 ans. C'est un record, là aussi, c'est la première fois qu'il y a une telle augmentation sur 5 années. En 2017, il était de 48,8 milliards d'euros. En 2022, il sera de 55,2 milliards d'euros. C'est donc une hausse de 13%. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce que je viens de dire, ce n'est pas de la littérature, c'est des mathématiques. Autrement dit, c'est totalement irréfutable. Et je le dis par rapport à des discours qu'on peut entendre parfois sur le fait que l'éducation serait négligée ou qu'on ne ferait pas attention au service public de l'éducation. Non, il n'y a jamais eu une telle augmentation. Après, il peut toujours y avoir un débat sur la manière dont nous affectons l'argent, mais le fait est qu'il y a incontestablement une augmentation inédite du budget de l'éducation nationale. Et c'est ainsi. Si je compare avec les précédents quinquennats, j'avais déjà fait cette comparaison pour de 2012 à 2016. On m'avait éventuellement contesté cette coupure du temps. Donc même si on le fait de 2013 à 2017 et comparé à 2018-2022, eh bien de 2013 à 2017, c'est 4,5 milliards d'augmentation. De 2018 à 2022, c'est 6,4. Donc c'est clairement davantage. Et ça, je pense que voilà, personne ne peut dire le contraire. Encore une fois, il suffit de vérifier dans les documents budgétaires. Donc si on considère la seule masse salariale, on a augmenté de 5,4 milliards d'euros. C'était 3,7 milliards d'euros dans le quinquennat précédent. En plus, nous avons stabilisé les emplois, ce qui fait qu'en termes de pouvoir d'achat, la manière dont tout ceci s'est diffusé dans les salaires et les rémunérations des professeurs et des personnels, c'est davantage que dans tous les mandats précédents. Donc ça, c'est la donnée, je dirais, quantitative en valeur absolue. Maintenant, il y a un deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est que nous voulons évidemment que ceci soit au service de la revalorisation financière du métier d'enseignant et donc de son attractivité, conformément à la question que vous posiez tout à l'heure, dans le prolongement du Grenelle de l'éducation. Il s'agit donc d'avoir un véritable gain concret pour les professeurs et d'enclencher un mouvement qui a vocation, je l'espère, à aller au-delà de 2022. Vous le savez, il y avait 3 axes retenus dans le Grenelle de l'éducation qui m'ont amené à 12 engagements. C'était d'abord la meilleure reconnaissance pour attirer, diversifier et conserver les talents. C'était l'esprit d'équipe, donc un esprit de coopération dans l'ensemble du système scolaire. Et en troisième lieu, l'ouverture du champ des possibles, autrement dit, permettre les mobilités professionnelles en plus de la reconnaissance professionnelle. S'agissant du premier point, c'est-à-dire de la reconnaissance, la revalorisation attendue est au rendez-vous. En 2021, vous le savez, c'est 400 millions d'euros qui étaient venus abonder le budget pour revaloriser les personnels. Cette année, c'est 700 millions d'euros qui viennent s'y ajouter. Et tout ceci s'est fait en même temps que l'agenda social qui a permis de dégager des lignes forces. D'abord, nous avons cherché à toucher toutes les catégories de personnel. Et puis, nous avons porté une attention particulière à tous les débuts de carrière. Parce que lorsqu'on se compare aux autres pays de l'OCDE en particulier, c'est là que la différence est la plus forte. Donc une prime d'attractivité a été créée, elle a été versée en mai 2021 pour la première fois, elle est revalorisée et étendue pour février 2022. L'exemple marquant, c'est qu'en 10 mois, donc, de mai 2021 à février 2022, les néo-titulaires auront vu leur rémunération progresser de 157 € net mensuels. Ceci s'ajoute à d'autres éléments de revalorisation. Je pense à la prime d'équipement informatique qui est renouvelée. Elle est de 150 € net annuels. Elle a été créée aussi en 2021. En 2022, il y aura 200 millions d'euros consacrés à la protection sociale complémentaire. Ça signifie 15 € par mois pour tous les agents du ministère de l'Éducation nationale dans le but de les aider dans le fait d'avoir une protection sociale complémentaire. De façon globale, les crédits de masse salariale font l'objet d'une augmentation nette de près de 1,2 milliard d'euros qui bénéficient donc à l'ensemble des personnels pour la revalorisation de leur carrière.
C'est évidemment un point majeur. Troisième point que je voudrais souligner, c'est la priorité pour l'école primaire. C'est l'effort donc fait en faveur du premier degré qui se voit budget après budget. Et donc nous approfondissons le sillon. Comme vous le savez, il y a une baisse démographique qui se poursuit. Il faut d'ailleurs le déplorer. 81 000 élèves en moins à la rentrée 2022. Mais nous maintenons les emplois à l'école primaire. Et donc depuis 2017, nous aurons créé près de 9 000 postes dans le premier degré, alors qu'il y a 285 000 élèves en moins. C'est totalement assumé comme politique pour avoir un meilleur taux d'encadrement rentrée après rentrée dans chaque département de France, et puis pour prendre des mesures spécifiques, des mesures ciblées. Bien sûr, certaines sont déjà réalisées, d'autres sont en cours de réalisation. Ce qui est réalisé, c'est l'accueil d'élèves supplémentaires à l'école maternelle, c'est les conséquences de l'abaissement de la scolarité à 3 ans. Je voudrais souligner l'importance de cette mesure, qui n'est pas que symbolique. Aujourd'hui, et a fortiori en contexte épidémique, elle insiste sur l'importance de l'école maternelle et à quel point l'école maternelle détermine beaucoup de choses pour la réussite des élèves ensuite à l'école élémentaire et dans la suite de leur parcours scolaire, notamment si l'on veut compenser les inégalités, que ce soit sur les sujets de maîtrise du français, du vocabulaire par exemple, ou les sujets de maîtrise des mathématiques. En deuxième lieu, là aussi un objectif réalisé, c'est le dédoublement des classes de CP et de CE1 en REP et REP+. Vous le savez, rien que cette mesure-là concerne 300 000 élèves par an et elle est évidemment de la plus haute importance. C'est elle qui nous permet de réduire l'écart en ce moment même entre les élèves qui sont en réseau d'éducation prioritaire et le reste du pays, ce qu'on a pu appeler un Graal éducatif. Tous les pays cherchent ça, c'est-à-dire à ce que les territoires les plus défavorisés rejoignent les autres territoires dans leur performance scolaire. Eh bien, ce Graal, nous l'avons atteint dans certains endroits. Nous ne l'avons pas atteint uniformément, mais nous avons déjà des classes de réseaux d'éducation prioritaire qui ont des taux de réussite comparables à des territoires favorisés. L'exemple que j'ai donné à plusieurs reprises, c'est par exemple les 18e et 19e arrondissements de Paris, où certaines écoles ont des résultats comparables au 7e arrondissement de Paris. C'est quelque chose de tout à fait inédit et qui montre la voie. S'ils l'ont fait, c'est que tout le monde peut le faire. Et cela montre bien que le dédoublement des classes s'accompagne aussi d'évolutions pédagogiques importantes. Je ne vais pas toutes les énumérer, elles ne sont pas forcément de nature budgétaire, mais je pense en particulier à ce que nous avons appelé le plan français et le plan mathématique, qui sont des plans de formation continue des professeurs du premier degré et qui permettent bien de donner à nos professeurs tous les outils pédagogiques à la lumière de ce que la recherche en éducation permet de savoir sur le plan national et sur le plan international. Et c'est ainsi que se relèvent nos compétences en lecture et nos compétences en mathématiques. Ce que j'affirme et que ce budget traduit, c'est que nous sommes au début d'une remontée de pente, alors que nous déplorons depuis des décennies la baisse du niveau en CP, à l'école primaire en particulier. La remontée du niveau est en train de se réaliser. Forcément, c'est un début, mais je voudrais le dire par rapport à des débats que je vois là aussi. On ne peut pas parler de PISA 2018 pour illustrer quoi que ce soit du bilan de ce quinquennat. Je vois parfois des articles ou des débats où on dit la France en déclin permanent, mais PISA 2018, c'est la photographie d'élèves de 15 ans à l'année 2018. Ça ne dit rien de ce qui a été entrepris pour remonter le niveau à partir de l'école primaire depuis 2017. Et nous aurons dans une semaine les résultats des évaluations de CP, de CE1 et de 6e. J'espère bien qu'elles confirmeront la tendance qu'on a enregistrée en février dernier dans les évaluations de mi-parcours de CP, c'est-à-dire une capacité à rebondir malgré la crise sanitaire, et alors même que nous savons que dans de nombreux pays, le niveau est malheureusement va baisser du fait que les écoles n'ont pas été ouvertes. Donc le dédoublement des classes est la pointe avancée d'une politique plus générale pédagogique de l'école primaire. Et puis, il y a d'autres mesures qui sont en voie d'achèvement, je pense, et qui sont très concernées par ce budget, puisque à la rentrée 2022, c'est le plafonnement à 24 élèves par classe pour toute la France, tout territoire confondu, en grande section, en CP, en CE1, qui a été donc engagé à la rentrée 2020, poursuivi en 2021,
Au moment où je vous parle, ça concerne déjà 86% des classes et ce sera 100% à la rentrée 2022. Et puis là aussi, dans les choses en voie d'achèvement, le dédoublement des classes de grande section de maternelle en éducation prioritaire. À terme, nous visons 150 000 élèves par an. Et là aussi, c'est en voie d'achèvement. Donc nous avons, là encore, une politique de l'école primaire qui se traduit dans ce budget. La maîtrise des savoirs fondamentaux dès le plus jeune âge est une garantie essentielle pour l'avenir de notre pays, pour les deux objectifs que je me suis fixé depuis le départ, c'est-à-dire améliorer le niveau général et réduire les inégalités sociales. Le quatrième point que je voudrais souligner, illustré par ce budget, c'est le fait de parachever le grand service public de l'école inclusive. Vous le savez, le président de la République avait fixé comme priorité la scolarisation des élèves en situation de handicap tout au long du quinquennat. Et nous avons traduit cela par cette notion de service public de l'école inclusive. C'est un sujet difficile, c'est un sujet qui méritait des avancées quantitatives et qualitatives. Désormais, toutes les directions départementales de l'éducation nationale ont un service école inclusive, qui est un service unique, clairement identifiable par les familles et les professionnels, et qui est un interlocuteur pour les familles. Nous avons généralisé les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, les PIAL, depuis cette rentrée scolaire. Le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés est en constante augmentation, avec plus de 400 000 élèves scolarisés à la rentrée 2021. Ça fait 100 000 de plus depuis le début du quinquennat. Et donc ça signifie qu'en 2022, c'est 3,5 milliards d'euros par an que nous consacrons à l'école inclusive. Cela représente 210 millions d'euros de plus que l'année dernière. Ça signifie qu'on a 65% d'augmentation depuis le début du quinquennat de ce budget. C'est évidemment de très loin le budget qui augmente le plus. Je pense que d'ailleurs dans tout secteur de l'État confondu, avec cette augmentation donc des 2/3 du budget de l'école inclusive depuis 2017. Concrètement, en 2022, ça veut dire 4000 AESH de plus. Et donc, c'est évidemment important. Il y a désormais 125 000 AESH dans le système scolaire français. Cela doit nous amener aussi à des évolutions qualitatives en plus des évolutions quantitatives. Je pense en particulier à tout ce que nous faisons en matière de formation, 60 heures par an. Organisation donc au travers des PIAL, qui est faite pour être au plus près des besoins des élèves et des familles. Bien sûr, tout n'est pas parfait sur le terrain, j'en ai conscience. Mais ce que j'affirme, c'est qu'en 5 ans, on est passé d'un système où il y avait 70 000 personnes en contrat aidé à un système où il y a 125 000 personnes en CDD, voire en CDI. Que ce système s'accompagne d'une reconnaissance de cette fonction d'AESH, d'une véritable carrière, avec désormais une grille indiciaire et une reconnaissance au sein du système éducation nationale. Et c'est ce que j'ai demandé à tous les recteurs. Cette revalorisation signifie dans ce budget 56 millions d'euros consacrés aux AESH, avec une grille indiciaire et un avancement automatique en fonction de l'ancienneté. Il y a donc un véritable nouveau statut des AESH. Et tout ceci se passe dans le cadre d'un cadre de gestion que nous avons défini en 2019 et va permettre de nouveaux progrès, notamment plus de plein temps pour les AESH en 2022 et une vision au plus près des besoins de l'élève. Le cinquième point que je voudrais souligner, c'est la dimension sociale des mesures prises dans le cadre de ce budget. Je ne pourrais pas être exhaustif sur l'ensemble des mesures sociales, mais je voudrais en donner 3 exemples importants. La hausse des bourses et des fonds sociaux, avec une enveloppe de 895 millions d'euros, qui est en hausse donc de 35 millions d'euros, pour accompagner les familles les plus défavorisées. Ça inclut la revalorisation de la prime d'internat. Elle est à une revalorisation de 69 euros. L'extension de la bourse au mérite aux élèves boursiers qui s'engagent à l'issue de la 3e dans une formation conduisant au CAP. L'ouverture du Pass Culture, qui sera une des petites révolutions de cette année, puisque le Pass Culture signifie qu'à partir du mois de janvier, nous consacrons 25 euros par élève et par an à partir de la classe de 4e aux sorties collectives, enfin aux dépenses collectives culturelles. Donc ça s'ajoute aux dépenses individuelles. Concrètement, ça signifie que dans une classe de 32 élèves, c'est 800 euros pour des sorties scolaires. Quand on sait que beaucoup de sorties scolaires ne se font pas faute de
parfois quelques dizaines ou quelques centaines d'euros. Là, on a évidemment un outil à la disposition des professeurs pour arriver à cet objectif de ce que nous avons appelé 100% d'éducation artistique et culturelle. Autrement dit, que tous les élèves de France soient concernés chaque année par l'éducation artistique et culturelle. Nous avons inscrit 47 millions d'euros dans ce PLF pour cette première année. Un deuxième exemple, c'est la relance de la politique des internats d'excellence. C'est, vous le savez, un outil auquel je crois beaucoup, parce que c'est la meilleure manière de s'attaquer aux facteurs extrascolaires de la réussite scolaire, en permettant à des élèves d'origine modeste, souvent issus soit de milieux ruraux, soit de quartiers de la politique de la ville, et bien d'avoir des conditions de travail positives et des ouvertures de vie sur le plan culturel, sur le plan sportif. À titre d'exemple, avec le plan de relance, c'est 54 internats d'excellence qui ont été sélectionnés et labellisés en 2021. Et les conventions seront toutes engagées avant la fin de cette année et avec des décaissements prévus tout au long de l'année 2022 pour permettre l'ouverture de 1500 places d'ici à la rentrée scolaire 2022. Tout ceci, évidemment, en partenariat avec les collectivités locales. Et c'est souvent pour les collectivités locales aussi une occasion de revaloriser certains territoires. Donc pour conclure, et comme vous pouvez le constater, c'est un budget qui est à la hauteur de nos objectifs. Il engage une dynamique et des perspectives pour notre jeunesse. Dans un instant, vous allez entendre Sarah El Haïry qui, de manière très complémentaire, va montrer pourquoi c'est aussi un budget qui valorise la jeunesse et le temps extrascolaire de la jeunesse aussi. C'est un budget qui témoigne d'une reconnaissance de la nation pour ses professeurs et pour les personnels de l'éducation nationale. Et c'est un budget qui investit dans l'éducation de nos enfants et donc qui prépare la société de demain. Donc je vous remercie et je laisse la parole à Madame Sarah El Haïry, si vous voulez. Allez-y, Madame la secrétaire d'État. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Effectivement, le programme Jeunesse et vie associative que je porte, en réalité, n'est que l'illustration partielle des politiques publiques en faveur de la jeunesse, tellement c'est transversal. Mais également le soutien à la vie associative. La jeunesse, évidemment, demeure, je crois, la priorité de tous. Et c'est une évidence parce que c'est notre avenir et parce qu'on a tous envie qu'elle réussisse quelle que soit sa diversité, ses bouts de vie, ses moments. La jeunesse, c'est une partie de l'enfance, une partie de l'adolescence, mais également un moment où on rentre dans la vie active. La particularité de ce budget, c'est qu'il est évidemment construit de manière extrêmement partenariale avec les services déconcentrés, avec l'ensemble des collectivités territoriales, mais aussi avec les acteurs du monde associatif et l'éducation populaire en particulier. Agir pour la jeunesse, c'est d'abord, je crois, je le disais au tout début, prendre en considération son extrême diversité. La jeunesse rurale n'est pas la jeunesse urbaine, n'est pas cette jeunesse périurbaine, et il faut regarder chacune d'entre elles parce que chacune d'entre elles a des talents, a des besoins, mais aussi a des opportunités à développer. Et donc, c'est le point sur lequel, avec Jean-Michel Blanquer, avec le ministre de l'Éducation nationale, on a souhaité et on souhaite apporter des réponses extrêmement multiples pour que chacune d'entre elles puisse avoir son propre parcours, celui qui lui permettra effectivement de se construire et d'être suffisamment forte pour l'âge adulte. Ces crédits sont en augmentation puisque il s'élève à 772 millions d'euros pour 2022 et c'est une progression de plus de 11% par rapport à l'année dernière. Alors, je pourrais en parler pendant des heures, mais le Président m'en voudrait. Donc, je vais accentuer, en tout cas, essayer d'apporter les réponses aux questions préliminaires qui ont été posées par le Président en particulier. Et donc, appuyer d'abord la forte mobilisation pour la jeunesse, notamment l'accompagnement vers l'autonomie, et ensuite, évidemment, la lutte contre le non-recours aux droits sociaux. Accompagner la reprise, c'est aussi accompagner la reprise et le soutien au monde associatif qui a été ébranlé par cette crise sanitaire, de manière financière et de manière humaine, parce qu'aujourd'hui se pose la question de la mobilisation des bénévoles, le retour des bénévoles dans les associations, et ça, je crois, ça touche des associations de toute taille et de tout territoire. Donc le programme Jeunesse et vie associative, je disais, ne retrace qu'une fraction de l'effort de la nation dans ce domaine, parce qu'il donne l'impulsion, il permet certes de l'innovation, mais surtout de la coordination interministérielle et évidemment
de l'accompagnement humain. Je développerai les aspects relatifs à la jeunesse en m'appuyant sur peut-être 3 mesures emblématiques et qui me tiennent particulièrement à cœur: le service national universel, le développement du service civique et le soutien au mentorat. Et pour commencer, en m'appuyant sur les propos du ministre de l'Éducation nationale et les vôtres, Monsieur le Président, le service national universel, aujourd'hui, il a vocation à apporter cette unité, cette transmission de valeurs, cette transmission aussi finalement de ce qui fait commun dans notre pays. Ça rejoint et ça réunit des jeunes de 15 à 17 ans. Ça vise à faire vivre un temps de mixité sociale, un moment d'unité nationale nécessaire pour créer ce goût de l'engagement et l'accompagner. Il est composé évidemment de la phase du séjour de cohésion qui est le plus connu et je veux dire le plus visible, mais il est surtout également composé d'une mission d'intérêt général et enfin d'un engagement long qui est la fameuse phase 3. Alors il poursuivra son développement en vue de sa généralisation. Cette année, c'est au moins 50 000 jeunes volontaires qui seront accueillis pour un budget proposé à 110 millions d'euros. Alors même, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, que l'année dernière, eh bien, nous avons dû, compte tenu des protocoles sanitaires, réduire le nombre de jeunes accueillis, alors même que les jeunes étaient au rendez-vous, puisque plus de 30 000 inscrits avaient rejoint la plateforme et cette action de volontariat. Pour accompagner cette jeunesse et cette répétition générale, si je peux l'exprimer comme ça, eh bien, 80 emplois de chefs de projet SNU ont été créés et accompagneront cette montée en charge au niveau des services déconcentrés et au plus proche des territoires pour que ce soit la maille départementale qui soit la plus renforcée, puisque c'est celle qui reconnaît la spécificité de chaque territoire. Continuer évidemment le renforcement du service civique qui peut être renforcé également parce que c'est la phase 3 du SNU, c'est une des phases 3, que ce soit évidemment une mission de service civique, un corps de volontariat européen ou encore rejoindre une réserve de la gendarmerie, ce qui me permet également de saluer la mobilisation particulièrement forte des cadets de la gendarmerie sur l'ensemble des territoires et je sais qu'un certain nombre de sénateurs ont accompagné ce développement. Depuis sa création, le service civique, c'est ce projet majeur de citoyenneté qui offre finalement à plus de 530 000 jeunes depuis le début de sa création un moment, je crois, d'intérêt général, d'engagement très divers, de développement de compétences. Et cette année, c'est plus de 200 000 jeunes qui ont vocation à s'engager, en tout cas dans une mission de service civique. Des thèmes prioritaires ont été développés parce que c'est leurs aspirations et parce que les jeunes ont été au rendez-vous pendant cette crise. La transition environnementale, la solidarité intergénérationnelle qui est absolument nécessaire, je crois, à la cohésion de notre pays, mais aussi la réussite sur tous les territoires, parce que ce lien intergénérationnel, il est évidemment entre nos aînés et les plus jeunes, mais également entre les jeunes eux-mêmes. Et je crois que c'est la beauté de la préoccupation de l'autre que le service civique permet. Son budget consacré est stabilisé et on l'a budgété à plus de 498 millions d'euros, donc identique à la LFI 2021. Un autre pan qui est absolument qui construit et qui est l'accompagnement finalement de ce temps extrascolaire et périscolaire également, c'est évidemment le plan mentorat. Dans Un jeune, une solution, il y a un dispositif spécifique qui a vocation à accompagner les associations qui développent le mentorat sur notre territoire, qu'ils soient pour les étudiants, pour les professionnels, ou en réalité par la mobilisation d'une partie des retraités qui ont énormément de choses à transmettre le goût de l'engagement, transmettre des parcours de vie, mais aussi des formes d'engagement très divers. 27 millions d'euros sont consacrés au soutien aux associations pour accompagner d'ici la fin de cette année 100 000 jeunes et d'ici la fin de l'année prochaine 200 000 jeunes. C'est une ambition importante puisque nous sommes partis de plus de 20 000 jeunes environ dans notre pays qui étaient tutorés ou mentorés. D'autres actions sont évidemment portées au programme pour soutenir les loisirs éducatifs, l'accès à la jeunesse, à l'information, parce que c'est la première des inégalités. Quand on ne sait pas que ça existe, c'est difficile de s'en saisir. Et ces inégalités, on n'a pas vocation à les laisser s'enraciner. Le soutien aussi aux accueils collectifs de mineurs, avec hébergement au centre de vacances, aux colonies de vacances, mais également aux accueils de scoutisme qui transmettent le goût de l'engagement, de la découverte de l'autre, la curiosité du départ, et finalement qui ont vécu une sorte de baisse, un déclin sur les 10 dernières années et qui ont redémarré cette année avec un nombre de départs qui continue à augmenter et qui a permis à plus de 700 000 jeunes hors mouvement scout de partir avec une prise en charge de plus de 25 000 avec hébergement. C'est 1,7 million de places qui sont ouvertes dans plus de 31 000 accueils collectifs sans hébergement.
le ministère met également en place, et c'est toute la force de ce ministère réuni qui s'occupe de tout le temps du jeune, de l'adolescent ou de l'enfant, avec le plan Mercredi, qui consiste évidemment, et c'est ce que je disais dans mes propos liminaires, à une alliance territoriale avec les collectivités locales pour accompagner le développement du plan Mercredi, pour que les enfants, les adolescents puissent s'appuyer sur les fédérations d'éducation populaire et finalement apprendre tout au long de la journée, tout au long de la semaine. C'est une politique éducative que nous portons et que nous développons en complémentarité. L'éducation populaire constitue une démarche qui vise évidemment à assurer la formation tout au long de la vie en complémentarité de l'école, et c'est plus de 18 000 associations qui bénéficient aujourd'hui d'un agrément éducation populaire. Sur la formation des bénévoles se pose un vrai sujet, puisque cette crise elle a fragilisé le monde associatif, et on a vu un certain nombre de bénévoles ne pas revenir dans les associations. Alors, même si les chiffres ne sont pas totalement consolidés, on parle de 20% des bénévoles. Et donc, se pose la question de comment on recrée de l'envie et du retour. D'abord, une campagne qui a été lancée avec le mouvement associatif et Exopé, pour rappeler mon association Je l'adore, j'y adhère, c'est vraiment le retour, mais également le soutien aux têtes de réseau, aux coordinations nationales, en complémentarité des associations sur le territoire. L'engagement de l'État en faveur du monde associatif, évidemment au même niveau que l'année dernière, mais avec un renforcement de la formation des bénévoles, qui est un véritable levier de fidélisation et également de reconnaissance de ce qu'ils apportent à notre pays. C'est aussi le Fonds de développement de la vie associative qui évidemment concourt au financement des plans de formation, qui est doté de 8,1 millions d'euros en 2022 et plus de 25 millions consacrés au soutien et au fonctionnement de l'innovation des associations locales, celles qui finalement dessinent le visage de nos villes et de nos territoires. C'est aussi le renforcement du compte engagement citoyen. 14,4 millions d'euros qui seront consacrés en 2022 à la couverture de ces droits à la formation, pour reconnaître encore une fois et valoriser l'engagement bénévole et associatif. Mais accompagner les associations, c'est évidemment accompagner le retour des bénévoles, leur reconnaissance, le développement d'un réel statut du bénévole. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, c'est également faciliter la vie de la gestion d'une association. On sait à quel point la lourdeur parfois administrative pèse sur les bénévoles. Et donc, nous avons des travaux stratégiques menés permettant, par exemple, le développement d'outils numériques pour que les associations n'aient plus à nous le dire qu'une fois. Une seule fois déposer les documents d'identité, une fois déposer les rapports, par exemple. Et donc, c'est le développement de Mon Compte Asso et de Data Subvention, qui sont des outils qui ont vocation à alléger cette charge administrative. Et donc, c'est à l'État de finalement trouver l'information là où elle est, plus à l'association, et en particulier au moment des demandes de subventions. Je ne serai pas beaucoup plus longue, Monsieur le Président, je vois que le temps file, mais de façon préliminaire, je souhaitais rappeler notre objectif, c'est l'accompagnement humain de tous les jeunes dans leur diversité, chacun sur son territoire, en transmettant des valeurs et évidemment des repères pour qu'ils puissent se construire et aller vers l'autonomie que nous souhaitons. C'est un parcours de citoyenneté totalement assumé. Merci Madame la Secrétaire d'État. On va commencer par une première série de questions, en l'occurrence celle de nos rapporteurs, en commençant par Jacques Grosperrin, rapporteur des crédits sur l'enseignement scolaire. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre. Je vous remercie l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, pour l'ensemble des éléments que vous nous avez apportés. J'ai noté avec intérêt vos annonces relatives à la revalorisation du personnel de l'éducation nationale. Le Président, en introduction, avait bien montré que beaucoup de travaux sont en cours à ce jour afin de dresser un bilan sur les mesures éducatives prises lors de ce quinquennat, et les questions de mes collègues permettront d'y répondre. Le Président, en propos liminaire, a parlé du record de longévité. Souvent, moi je me rappelle, il était coutumier de dire, pour un ministre de l'Éducation nationale, moins on fait de choses, moins on risque d'être embêté. Les exemples sont nombreux, je m'en rappelle, je ne citerai pas les noms bien sûr, et c'est surtout pas Xavier Darcos que je citerai, non pas parce que Laure est là, mais simplement parce que c'était aussi un ministre qui a compté. Moi, je voudrais simplement dire que longévité, oui, mais vous avez été battu au Second Empire par Victor Duruy. Il a été ministre de l'Instruction publique de 63 à 69, pendant 6 ans. Même plus tôt. Il avait été, même plus tôt. Joseph Fontanier. Oui. Et en tout cas, sollicité par Napoléon III, alors il a terminé sa carrière pas loin de chez toi. Il a été sénateur des Landes, il a été président du conseil départemental, et
puis, bon, il a fait la politique. Alors je ne sais si ça se passera ainsi pour vous dans la continuité de ce que vous faites. En tout cas, je vous le souhaite. Mais vous avez battu en tout cas Christian Fouché, ça a été fort bien dit tout à l'heure. Et moi, je voudrais simplement citer, parce qu'il y a des similitudes par rapport à De Gaulle ou par rapport au président de la République, je ne sais, qui voudrait peut-être quelque part lui ressembler. Mais lorsque De Gaulle donc, a choisi Fouché, son Premier ministre, c'était Georges Pompidou. Alors lui, il avait parlé d'un train de réforme. Donc Fouché, c'était 4 ans, 3 mois, 26 jours, un train de réforme. Moi, je crois que chez vous, c'est un TGV de réforme. Et je crois qu'on peut ne pas être d'accord sur tout, mais en tout cas, on doit vous rendre hommage par rapport au courage que vous avez eu et au courage de Mme El Haïry, qui l'a montré à d'autres moments à Besançon sur des commentaires et des réactions aussi sur lesquelles dont je vous avais parlé. On ne peut pas être d'accord, mais vous avez en tout cas eu une vraie volonté sur réformer l'enseignement scolaire. Et moi, j'aurais peut-être souhaité, ce n'est pas ma première question, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un grand ministère de l'intelligence, éducation nationale, sport, enseignement supérieur, recherche. Bon, je vais pas me faire des amis au niveau de Mme Vidal, mais je crois qu'à un moment donné, ça a été peut-être quelque chose qui aurait pu avoir en tout cas du sens. Juste pour terminer sur Christian Fouché, alors Christian Fouché, lui, il a fait un peu moins longtemps, mais il a été ministre de l'Intérieur. Alors, vous avez bien compris ce que je veux dire par là. Ministre de l'Intérieur, je pense que, quelque part, bon, vous avez compris le sens de ma remarque. Donc, après avoir été ministre de l'Éducation nationale, il était ministre de l'Intérieur. Ça aurait pu l'être. Bon, voilà, c'est ainsi. Ça pourrait l'être peut-être plus tard. En tout cas, si les choses ne se passent pas comme on souhaite que ça se passe, nous, en tout cas, au niveau présidentiel. Donc, le TGV de réforme est là. Donc, quelques remarques sur vos propos. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Le président Lafont l'a bien dit, au cœur, c'était la rémunération et la revalorisation qui était très attendue. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui était important. On en avait parlé, c'était l'objet et la problématique de mon rapport l'année dernière. Cette année, ce sera le sport, et c'est pour ça que je vous interpellerai par rapport à ce que vous avez dit. Bien sûr, ça vous permettra d'y répondre. Un chiffre impressionnant, 55,2 milliards, c'est impressionnant. Plus 3%, plus 13% en 5 ans. Je ne serai pas de ceux, et vous m'avez précédé, c'est normal, vous êtes ministre, mais lorsque certains disent, oui, PISA, où sont les évaluations internationales, etc., etc. PISA, c'est 2018, vous l'avez dit. À un moment donné, il faut essayer du temps. J'espère, mais je fais partie aussi de ceux qui pensent que ce ne sont pas uniquement les moyens qui font qu'à un moment donné, il y a des bons résultats. Donc il faut peut-être qu'il y ait aussi autre chose. Et je crois que le Grenelle de l'éducation, j'espère, aura contribué à cela. Parce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un esprit à renforcer, faire en sorte qu'il y ait une équipe de France de l'éducation nationale. Que tous les enseignants, mais depuis les ASH, les enseignants, les chefs d'établissement, tout le personnel qu'on appelle la communauté éducative, qui sont déjà concernés, qui se sentent concernés et qui l'ont montré pendant la pandémie, qu'à un moment donné, la revalorisation, c'est quelque chose qui est important, mais ils ont besoin aussi à un moment donné, et surtout les chefs d'établissement, ils ont besoin à un moment donné d'être assurés. Parce que le train de réforme, le TGV, je crois que maintenant c'est stop, quoi. Bon, ça va être stop par les événements, mais en tout cas, il le faut, parce qu'il faut les digérer, il faut les assimiler, il faut les absorber. Il y a comme eu tellement de choses qui ont été faites. Et je crois beaucoup quand même à cette PPL de directeur d'école, parce que cette PPL, à un moment donné, va changer les mentalités dans l'enseignement scolaire, et surtout dans le primaire, parce qu'on sait que les inégalités, c'est notre problème, nous, sur PISA ou sur d'autres, sont plombées par les élèves dont on a du mal à sortir. À un moment donné, ceux qui sont le plus bas ou en difficulté, lorsqu'un élève arrive en 6e, il ne sait ni lire ni écrire, a des difficultés, il va les garder, on le sait très bien, jusqu'à la fin de la 3e. Donc c'est quelque chose de fondamental. Je ne veux pas être trop long, mais j'arriverai quand même à mes questions qui seront pas nombreuses, parce que je veux laisser aujourd'hui, comme c'est le dernier moment, pour que chacun puisse s'exprimer. Et puis vous avez compris que nous avons 3 minutes en tant que rapporteur à la tribune pour s'exprimer. Donc c'est le seul moment où on peut dire les choses. Donc je laisserai à mes collègues poser beaucoup de questions qui ont trait, ou en tout cas qui sont en rapport direct avec ce que j'ai pu dire là. La première, c'est le droit de suite par rapport à mon avis budgétaire de l'année dernière. J'ai abordé la question de la transmission des valeurs de la République par l'école. J'ai noté la nécessité de renforcer la formation des enseignants aux valeurs de la République, à la fois dans la formation commune et initiale, mais il y a une sous-consommation chronique des crédits en matière de formation continue. Ça a été dit par beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous indiquer les mesures prises pour renforcer la formation des enseignants à la laïcité, c'est-à-dire de manière générale, quelles sont les mesures prises pour augmenter le taux de consommation des crédits
consacrée à la formation continue. Ma deuxième question, ma deuxième thématique, elle peut vous surprendre au premier abord, mais peut-être que j'ai le nez creux, parce que l'année dernière, c'était la revalorisation, ça s'est bien passé cette fois-ci. Là, c'est le sport. Ça sera dans le cadre de cet examen budgétaire, donc c'est l'aspect du sport à l'école. Il semble que le contexte s'y prête. Le rattachement des services déconcentrés du sport à la jeunesse au rectorat depuis le 1er janvier 2021, à la perspective des Jeux olympiques et paralympiques 2024, avec la volonté de faire vivre leur héritage. Donc de manière rare et sans doute inédite, une circulaire globale relative au sport à l'école a été publiée le 1er juillet 2021. Je regrette néanmoins que plusieurs acteurs de la pratique sportive n'aient pas été associés à la rédaction de cette circulaire. Je pense essentiellement aux collectivités locales qu'on a auditionnées et aux associations de sport scolaire. Bon, il en ressort beaucoup de points, je vais au plus court. Un, ils nous disent qu'il y a un non-respect des heures DPS, notamment à l'école primaire. Et deux, c'est la formation des enseignants, où un certain nombre d'entre eux ne se sentent pas en position légitime pour l'enseigner. Vous savez, comme des enseignants du primaire ont des fois du mal à enseigner la musique. Quelles mesures mettre en place face à ces deux freins? Et puis enfin, je terminerai par une dernière question très courte, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez nous assurer que le dispositif des 30 minutes d'activité physique sportive par jour, et c'est donateur à rassurer tous les enseignants, n'a pas vocation à se substituer, bien sûr, aux heures DPS à l'école primaire? Je vous remercie. Excusez-moi d'avoir été très... Nathalie Delattre, sur l'enseignement agricole. Merci, Monsieur le Président. Je voulais tout d'abord remercier Monsieur le Ministre et Madame la Secrétaire d'État de leurs propos liminaires. Monsieur le Ministre, dans le cadre du droit de tirage de mon groupe RDSE, le Sénat a mis en place une mission d'information, vous le savez, sur l'enseignement agricole. Plusieurs collègues de notre commission en ont été d'ailleurs membres et y ont activement participé. Malheureusement, votre agenda était incompatible avec le nôtre et nous n'avons pas pu vous auditionner, ce qui nous a manqué. C'est donc un travail collectif fédérant tous les groupes politiques de notre Assemblée qui a permis l'émergence de 45 propositions. Un certain nombre d'entre elles concernent le ministre de l'Agriculture, que j'ai d'ailleurs interpellé tout à l'heure à l'occasion des questions au gouvernement, lui rappelant notre souhait, notamment que cet enseignement agricole reste attaché au ministère de l'Agriculture. Mais plusieurs propositions concernent l'éducation nationale et rejoignent la problématique plus globale de l'information et l'orientation des élèves. Nous avons constaté que l'éducation nationale avait du mal à se séparer de ses élèves et créant parfois même des sections concurrentes, ou bien en abandonnant simplement les élèves en échec scolaire. Nous avons auditionné plus de 80 personnes et visité au moins une bonne vingtaine d'établissements en complément de tous ceux visités par mes collègues. Et les témoignages en la matière ont été nombreux et nous avons salué d'ailleurs les parcours de ces enfants qui, d'échecs scolaires, aujourd'hui ont des carrières brillantes ou ont eu des trajectoires que l'enseignement agricole leur a offertes. Donc notre mission d'information préconise plusieurs axes en matière d'orientation ou d'information. Premièrement, de renforcer l'information de tous les enseignants sur le contenu des métiers proposés par l'enseignement agricole. Deuxièmement, de prévoir de façon obligatoire en 4e et en 3e, dans le cadre des heures annuelles d'orientation, la venue d'un proviseur de lycée agricole et d'un directeur de maison familiale et rurale devant les collégiens et tous les collégiens pour permettre une présentation de l'enseignement agricole. Ou encore d'expérimenter une telle présentation dès la 5e dans le cadre d'un partenariat entre un rectorat et un DRAF. En effet, certains établissements de l'enseignement agricole accueillent des élèves dès la 4e. Et pour cela, il faut une volonté forte de votre côté, Monsieur le Ministre, et une commande express. Sinon, nous nous retrouvons toujours face aux mêmes problématiques de fléchage d'enfants en échec scolaire. Et je pense que l'enseignement agricole mérite mieux. Je souhaitais donc avoir votre avis, Monsieur le Ministre, sur ces recommandations. Et puis, juste en clin d'œil pour Madame la Secrétaire d'État, pour Sarah El Haïry, lui dire que notre proposition 39 indique qu'il faut encourager les apprenants et les établissements de l'enseignement agricole à s'engager dans le SNU. Merci. Et enfin, Jacques-Bernard Magnier pour les crédits jeunesse et vie associative. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'État, mes chers collègues. Nous avons bien noté, Madame, je m'adresserai essentiellement à vous, Madame la Ministre, puisque vous nous avez exposé
les éléments du budget de la jeunesse et de la vie associative. J'interviendrai tout à l'heure au nom du groupe socialiste auprès du ministre sur les éléments d'éducation nationale. Votre budget, effectivement, augmente de 11%. C'est important, mais cette augmentation est essentiellement consommée par le service civique, tant mieux. Nous devons nous en féliciter, puisque 530 000 jeunes à ce jour qui en ont bénéficié, 200 000 en 2022, c'est très bien. Vous avez poursuivi l'effort qui avait été engagé, il faut le dire. Pendant la période de la crise du Covid, on a souhaité avoir des jeunes en service civique en plus grand nombre. Cela a été fait, c'est très bien, 100 000 supplémentaires qui ont été répartis sur les 2 années 2021 et 2022. Très bien. Et puis aussi pour le service national universel, sur lequel j'ai moins de satisfaction à voir son développement, puisque moi j'ai toujours douté de ce dispositif. Vous nous avez dit qu'il était là pour faire une transmission des valeurs, très bien. On peut tout utiliser pour la transmission des valeurs, et c'est très nécessaire. Mais je pense, et beaucoup de mes collègues pensent aussi, que 15-17 ans, c'est bien âgé déjà pour pouvoir avoir inculqué des valeurs, notamment les valeurs de la République, de la citoyenneté, de vivre ensemble. Donc, pour ce qui me concerne, je pense que ces 100 millions, 110 millions d'euros qui sont placés sur ce SNU pour satisfaire 50 000 jeunes, c'est tout à fait, à mon avis, c'est irréalisable une fois de plus. Mais j'ai déjà dit ça 2 fois en 2021 et en 2020, enfin pour les budgets 2021 et 2020. Et à chaque fois, malheureusement, j'avais raison. On n'a pas pu, mais il y avait un contexte sanitaire qui pouvait éventuellement être invoqué là-dessus, sur cette question-là. C'était pas vraiment de votre faute. Mais continuer là-dessus, en voulant doubler l'effectif, avec un doublement presque du budget. Et cette année, vous allez nous le dire tout à l'heure, combien ont été consommés, combien, pour combien de jeunes, puisqu'il était prévu 25 000 jeunes. Je ne pense pas qu'on y soit arrivé. Et j'ai même cru entendre que sur l'appel à candidature, à volontaires, un peu plus d'une trentaine de mille candidatures avaient été faites. Quand vous allez proposer 50 000 postes, comment allez-vous faire pour en avoir 50 000 ? Parce que j'imagine que ceux qui étaient volontaires se sont déjà manifestés. Et je crains que cet appel au volontariat, qui devrait se déboucher sur une obligation, puisque c'est quelque chose qui serait universel et donc pour tous les jeunes avec une obligation, tout cela nous interpelle un peu et nous inquiète. Je voudrais, en parallèle, à partir de ces sommes importantes qui sont mobilisées sur le SNU, dire qu'il faudrait prévoir, par contre, de mobiliser des sommes importantes sur les colonies de vacances. Les séjours collectifs de mineurs, aujourd'hui, et vous le savez, sont en diminution d'effectifs depuis une dizaine d'années. Alors, est-ce que c'est l'époque qui le veut? La période que nous vivons, il n'y est pas pour rien non plus. Mais on a en gros 160 000 enfants par an en moins depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on craint que petit à petit, si on y prend garde, ces jours pour jeunes, pour enfants, pour les mineurs en particulier, collectifs, vont petit à petit, non pas disparaître peut-être, mais être réservés à une toute petite catégorie de nos enfants. Alors que les Français, pour les 3/4 d'entre eux, approuvent, sont d'accord pour les colonies de vacances. Alors, est-ce que c'est pour certains un problème d'adhésion à ce qu'est le séjour collectif de mineurs, ou est-ce que ce sont des problèmes financiers? J'imagine que vous avez des solutions et vous nous les direz pour essayer de convaincre les parents de ces enfants du bien fondé d'aller en colonie de vacances pour leurs enfants. Et par contre, je pense que nous pourrions peut-être, à l'instar de ce qui a été fait pour le domaine culturel et dans le domaine sportif, créer peut-être ce qu'on pourrait appeler, alors je n'ai pas inventé de nom, le Pascolo, qui permettrait d'aider financièrement, alors pas spécifiquement justement tous ceux qui déjà sont aidés par la CAF, parce qu'il y en a beaucoup, les caisses d'allocation familiale apportent déjà beaucoup de solutions, beaucoup d'aide à ces séjours, mais aussi pour ces classes moyennes qui aujourd'hui font des choix différents que ceux d'envoyer leurs enfants en colonie, parce que, eh bien, ils sont à la limite des aides et ils ne les ont pas aussi facilement qu'il faudrait. Donc peut-être qu'on pourrait réfléchir. Alors là aussi, je vous laisse l'initiative, puisque j'ai des propositions à vous faire. Je les ferai lors de la séance avec un
amendement, mais j'imagine que vous y avez réfléchi puisque vous me l'avez dit et vous allez pouvoir nous faire des propositions dans ce domaine pour essayer d'apporter un dispositif nouveau pour inciter les enfants à aller en colonie de vacances. Parce que, à mon avis, quand ils ont 9 ans, 10 ans, 11 ans, c'est plus favorable pour commencer à leur inculquer les valeurs de la citoyenneté et de la République. Je vous remercie. Je vais vous laisser répondre à cette première série de questions. J'ai pas été trop long. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je vais d'abord répondre au sénateur Jacques Grosperrin. Je le remercie pour son propos initial et d'avoir mis la concurrence avec le Second Empire désormais. Mais bon, là, pour l'instant, comme vous le savez, je me situe dans la République. Mais en tout cas, je pense que cet enjeu, premièrement, de longévité, deuxièmement, de spectre large sur les enjeux éducatifs, ce double enjeu me paraît en effet devoir aller au-delà du quinquennat et je l'espère inspirer les temps futurs. Ensuite, sur vos questions spécifiques, d'abord, merci aussi de ce que vous avez dit sur la proposition de loi sur les directeurs d'école. Je pense que c'est en effet un pas important et pour lequel le Sénat a beaucoup contribué aussi d'ailleurs. Et donc on arrive justement à, me semble-t-il, à ce type de consensus ou de quasi-consensus que l'on peut rechercher dans l'intérêt général. Ensuite, donc s'agissant de la sous-consommation que vous avez qualifiée de chronique des crédits de la formation continue, vous m'avez interrogé sur finalement une manière de mieux les dépenser dans les temps à venir. Alors, plusieurs remarques. Vous avez pointé le sujet de la laïcité et des formations sur la laïcité. Alors, je vous répondrai par trois éléments. D'abord, nous avons souhaité moderniser la formation continue des professeurs, non seulement en y consacrant plus de crédits et en consommant en 2022, je le pense, la totalité des crédits. D'une part, par le fait de créer des écoles académiques de formation continue et donc d'avoir dans chaque rectorat une manière renouvelée de concevoir la formation continue, notamment en étant plus attentif aux besoins du terrain. Deuxièmement, un développement de la formation continue à distance. La crise sanitaire a été l'occasion d'un changement assez radical en la matière, notamment par le recentrage de l'institution Canopé sur cet enjeu de la formation continue à distance. Et ce sont des dizaines de milliers de professeurs qui ont été concernés par cette formation continue à distance ces derniers mois. En troisième lieu, nous avons des programmes de formation pour le premier degré volontariste, un peu consommateur de budget aussi. C'est le plan français et le plan mathématique qui sont organisés dans ce que nous appelons des constellations, c'est-à-dire des systèmes assez horizontaux permettant à des groupes de professeurs d'être formés ensemble à partir de besoins identifiés par eux-mêmes. Ce plan français et ce plan mathématique ont commencé depuis 1 an et demi maintenant, le plan mathématique inspiré par le rapport Villani-Torossian. Et c'est une formation continue, d'après les premières enquêtes que nous menons, qui semble donner satisfaction. Et elle est faite pour que tout professeur des écoles puisse en bénéficier sur une durée de 5 ans. Et donc, ça fait partie d'une stratégie générale de rehaussement de notre niveau, du niveau des enfants, des élèves de France, en français et en mathématiques. Enfin, et puisque vous y avez directement fait référence, il y a en effet un nouveau volontarisme sur la formation aux valeurs de la République et de la laïcité. Et c'est ainsi que nous avons lancé un nouveau cycle dans la suite du rapport Aubin pour former en formation continue tous les professeurs de France, donc près d'1 million de personnes, en tout cas 850 000, mais ça fait 1 million quand on compte aussi les personnels non enseignants qui vont être formés. Et cette formation donc, se fait grâce à des formateurs de formateurs auxquels je me suis adressé il y a maintenant 3 semaines, qui sont au nombre de 1000, un peu plus même, nous les appelons les 1000, mais ils sont 1100. Et cette formation va être aussi au cœur des enjeux de formation continue de l'année 2022 et des crédits budgétaires qui y sont consacrés. Sur le sport à l'école, merci là aussi de ce que vous avez dit, et je sais l'importance que vous attachez à juste titre à cette question. En effet, la circulaire du 1er juillet est importante, et en effet, il y a plusieurs questions qui doivent être regardées en face, notamment le non-respect du temps de PS à l'école primaire. Donc là, nous donnons des consignes claires sur le fait que cela doit l'être. Mais nous développons aussi, puisque nous sommes désormais ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, des collaborations beaucoup plus fortes avec le monde du sport. Et comme vous le savez fort bien,
le sujet se pose en des termes différents dans le premier degré et dans le second degré, puisqu'il n'y a pas de professeur de PS dans le premier degré. D'où l'opération Un club, une école, que j'ai lancée avec Roxana Maracineanu à la rentrée, qui est faite pour qu'il y ait un appareillage, un jumelage automatique, systématique d'un club avec une école primaire en France. Et nous le faisons avec beaucoup plus de force en étant aussi le ministère des Sports en même temps que le ministère de l'Éducation nationale. Et concrètement, ça veut dire des conventions avec les fédérations où nous visons aussi le sujet des 30 minutes d'activité physique par jour que vous avez évoqué et qui en effet ont vocation à se généraliser en France. Nous sommes très ambitieux dès l'année 2021-22, après les premières environ 3000 écoles qui sont rentrées dans le dispositif en 2020-2021. Et j'aimerais réussir à ce qu'il y ait la moitié des écoles au moins en 21-22 qui rentrent dans le dispositif. Il ne se substituera pas au temps de PS, c'est vraiment en plus, mais ça doit garantir le fait que tous nos élèves puissent 30 minutes par jour avoir une activité physique, et vous le savez, il y a un enjeu de santé publique considérable, en plus d'autres enjeux liés au sport. S'agissant des questions posées par Madame la sénatrice Nathalie Delattre au titre de l'enseignement agricole, je voudrais d'abord vous dire que votre rapport a retenu toute mon attention, toute notre attention, et je suis assez en phase, je suis complètement en phase avec l'esprit et plutôt en phase avec la plupart des propositions, donc très ouvert à promouvoir une bonne partie des idées que vous poussez. Certaines sont déjà d'ailleurs un peu entamées, enfin amorcées, avec en tout cas un état d'esprit qui est conforme à ce que vous souhaitez. Quand vous dites l'éducation nationale a du mal à se séparer de ses élèves, je vous affirme que ce n'est absolument pas la consigne générale donnée dans le système. J'ai signé avec le ministre de l'Agriculture précédent, Didier Guillaume, et évidemment poursuivi par Julien de Normandie, une convention très claire pour faire la promotion de l'enseignement agricole à l'éducation nationale, et notamment à l'âge du collège. C'est évidemment très important. J'ai toujours eu beaucoup de révérence pour l'enseignement agricole qui apporte beaucoup et qui est très complémentaire. Donc je ne considère pas du tout qu'il y ait une quelconque compétition. J'observe d'ailleurs que le ministère de l'Agriculture a aussi été très articulé à nous-mêmes dans différents moments, notamment la réforme du lycée pour pouvoir se moderniser. Notez aussi que l'enseignement que nous avons retenu dans la réforme du lycée, un enseignement spécialité qui était typique de l'enseignement agricole. Et notre politique n'est absolument pas de créer de la compétition localement. C'est pourquoi lorsque quelque chose de cette nature est observé, il faut le signaler pour analyser, voir ce qu'il en est. En tout cas, il n'y a rien de volontaire à l'échelle nationale. Je ne suis même pas sûr que ce soit volontaire à l'échelle locale. En tout état de cause, il faut regarder de quoi on parle. Mais le but n'est pas celui-là. Et au contraire, le but est vraiment une vraie complémentarité. Les données de rentrée nous permettent de voir, sauf erreur de ma part, que l'hémorragie a stoppé. Autrement dit, nous avons réussi justement à ce que la baisse continue observable tout au long des dernières années, de nombreuses dernières années, n'est plus, et que nous avons un petit rebond que je crois lié à cette convention signée avec le ministère de l'Agriculture et avec la politique qui va avec, qui est notamment une politique d'information et d'orientation dès la classe de 4e pour faire la promotion des opportunités offertes par l'enseignement agricole. Donc la volonté est là, la convergence avec ce que vous souhaitez, elle est là aussi. Et c'est vrai que le sujet de l'information et de l'orientation est particulièrement important dans ce contexte, ainsi que celui de la carte des formations. Dans les deux cas, on va vraiment, je crois, dans la direction que vous souhaitez, et on peut peut-être aller plus loin à la lumière des recommandations que vous faites. En tout cas, je vous affiche une totale ouverture sur ces questions, et nous sommes évidemment en phase avec Julien de Normandie. Nous serons d'ailleurs tous les deux dans l'hémicycle au moment de la discussion parlementaire. On pourra donc poursuivre d'une manière dont vous verrez l'harmonie les réponses à vos questions. Voilà donc pour cette audition de Jean-Michel Blanquer devant la